Salut la brigade, vidéo sur les IPO, donc introduction en bourse. IPO ça veut dire Initial Public Offering, qui est la version anglaise d'introduction en bourse tout simplement. En ce moment, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, c'est très à la mode. Il y a eu l'IPO de Lyft, il y a eu l'IPO de Beyond Meat, qui est une alternative pour la viande, et il y a eu l'IPO de Uber, que probablement la majorité des gens connaissent. Et j'ai reçu pas mal de messages qui m'ont dit hey, je vais investir là-dedans, ou j'ai investi dans tel IPO, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, au fil de mes lectures et apprentissages, j'ai pu acquérir un avis sur les IPO et il me semblait important de faire des vidéos là-dessus pour que ceux qui veulent investir dans les IPO puissent bien comprendre tous les tenants et aboutissants des introductions en bourse. Donc, première vidéo, celle que vous visionnez sur comment ça marche. Donc, je vais vous parler des avantages et inconvénients pour les investisseurs ainsi que pour les entreprises, les obligations pour les entreprises et les étapes pour les entreprises pour qu'elles puissent lancer leur introduction en bourse. On poste fréquemment des vidéos sur les sujets comme la bourse, l'immobilier, l'investissement et le business. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y aura aussi une discussion sur notre forum pour cette vidéo. N'hésitez pas à la rejoindre et donner votre opinion ou nous dire si vous voulez investir dans tel ou tel IPO. IPO, je vous l'ai dit dans l'introduction, ça veut dire Initial Public Offering, qui est le terme anglais largement utilisé en France d'ailleurs pour définir une introduction en bourse. Donc concrètement pour l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire une introduction en bourse? Est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle entreprise et vous allez pouvoir acheter des actions? Bah non, pas du tout, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est nouvelle. Regardez dans le cas de Uber par exemple, c'est une entreprise qui a été lancée en 2009, introduction en bourse en 2019, ça fait 10 ans d'existence, donc vous voyez quand même qu'il y a un certain historique pour cette entreprise. Donc ça va devenir une entreprise publique, ça veut dire que vous, moi, d'autres investisseurs institutionnels pourront acheter des actions. Alors par public, ça ne veut pas dire que ça va être une entreprise d'État, une entreprise qui va passer sous le couvert de l'État, c'est simplement dans le sens financier du terme. C'est-à-dire qu'avant l'entreprise, dans le sens financier, elle est privée, les actions sont détenues par un groupe restreint de personnes, investisseurs, fondateurs, employés, etc. Et quand elle passe publique, ça veut dire que tout le monde peut acheter des actions de cette entreprise. On peut distinguer 3 grandes étapes pour une entreprise qui veut s'introduire en bourse. Donc chronologiquement, les étapes, elles sont amenées peut-être à changer, mais les événements sont toujours les mêmes en règle générale. Première grande étape pour l'entreprise, c'est de définir le marché boursier sur lequel elle veut se lancer. Donc marché boursier, ça peut être par exemple le Nasdaq, le NYSE, New York Stock Exchange, donc ces deux-là sont aux États-Unis, et en Europe on aurait par exemple Euronext. Deuxième grande étape pour l'entreprise, c'est de sélectionner ses intermédiaires. Vous imaginez bien que du moment où il y a une décision de vouloir IPO, donc s'introduire en bourse, jusqu'à réellement l'introduction en bourse, il y a tout un tas d'événements. L'un de ces intermédiaires, ça va être une ou des agences de communication et de marketing pour faire de cette introduction en bourse un véritable succès pour l'entreprise, puisque vous imaginez bien que pour eux, le but, c'est de vendre des actions pour récolter les fonds. Un autre intermédiaire, ça va être une banque d'investissement qui est nécessaire pour faire l'intermédiaire entre les investisseurs et l'entreprise. Donc elle va s'occuper de distribuer les actions. Autre intermédiaire, ça va être du côté juridique, tout ce qui est avocat, etc., pour s'assurer que tout est en règle. Et un dernier intermédiaire aussi, ça va être les comptables, pour s'assurer que ça respecte bien les normes de comptabilité qui sont différentes en fonction des marchés et parfois des pays. Troisième étape pour l'entreprise, ça va être la préparation de documents et la préparation de l'entreprise elle-même. Alors pourquoi l'entreprise elle-même? Parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément une structure adaptée pour une introduction en bourse, donc il risque d'y avoir des changements en interne et des changements de structure. Ensuite, il va y avoir le choix des types de mise en vente. Donc là, il s'agit pour l'entreprise de choisir comment ils vont distribuer leurs actions. Il en existe plusieurs en France. Si ça vous intéresse vraiment de savoir les détails de ça, je vous mets un petit lien dans la description. Mais en gros, c'est ce qui va régir la façon dont les actions vont être vendues, leur distribution, leur prix ou fourchette de prix, parce que parfois ça peut être un système d'enchères, les conditions de distribution, etc. Ensuite, on va retrouver la rédaction de documents et documents financiers qui vont être fournis à l'AMF, donc Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une introduction en bourse en France, ou SEC, Securities and Exchange Commission, aux États-Unis. Donc c'est eux qui vont dire à l'entreprise « Ok, tu peux t'introduire en bourse » ou « Non, il manque tel ou tel document ou telle condition ». Il y a également la rédaction d'un document qui est très important à destination des investisseurs et dont les informations à l'intérieur sont réglementées. Pareil, en fonction des pays et des réglementations, ça peut changer. Ce document, c'est le prospectus qui a le même nom en français et en anglais. Parlons un petit peu des conditions que l'entreprise doit remplir pour s'introduire en bourse. Donc, on a vu déjà que
Les conditions peuvent varier en fonction des marchés, des réglementations. Par exemple, en France, l'AMF, aux États-Unis, la SEC. Donc, c'est quelque chose pour l'entreprise qu'il va falloir étudier parce qu'il y a un marché plutôt qu'un autre qui va probablement jouer à leur avantage. Donc, c'est une décision qui n'est pas à prendre à la légère de leur côté. On va prendre un exemple de deux stock exchange, donc marché boursier, le Nasdaq et NYSE, New York Stock Exchange. C'est deux marchés qui sont aux États-Unis. Donc, une entreprise, pour faire son choix entre les deux, quelles sont les deux, selon moi, les deux choses qui vont peser le plus? Ça va être déjà la perception des investisseurs par rapport au marché qui rejoint. Donc, une entreprise qui rejoint par exemple le Nasdaq, si vous avez un petit peu de culture boursière, vous savez que c'est généralement les entreprises tech, les startups qui n'ont pas forcément une rentabilité directe. Euh, c'est ce genre d'entreprise de l'internet, start-up, etc. Alors que NISE, ça va être des entreprises qui sont déjà bien établies, qui ont une rentabilité, des entreprises plus pérennes et peut-être moins volatiles, en règle générale en tout cas. Alors vous pouvez vous demander la différence entre un marché boursier et un indice. Je vais prendre un exemple très simple. Le CAC 40 est un indice de Euronext. Et comme vous savez, toutes les entreprises de Euronext ne sont pas dans le CAC 40. Donc on va retrouver plusieurs indices au sein d'un même marché boursier. Parlons un petit peu des intérêts et des risques et obligations pour l'entreprise. Donc tout d'abord, les intérêts. L'un des premiers intérêts, c'est de vendre un maximum d'actions durant l'introduction en bourse. Vous comprenez bien que plus la campagne d'introduction en bourse, marketing et de communication, elle va être réussie, mieux ça va être pour l'entreprise parce que plus les gens ils vont se dire waouh, c'est l'affaire du siècle, faut que j'achète et les prix vont monter, donc l'entreprise va être capable euh, d'encaisser un maximum d'argent pour augmenter ses capitaux. Et après, en général, ils utilisent ces capitaux de façon sûre pour leur stratégie. Et après, pour les startups, ça peut être pour leur croissance et pour leur expansion. Donc vous voyez bien que le but de l'entreprise, premier, lors d'une introduction en bourse, c'est de réussir cette vente. Et c'est bien de la vente. Donc après, c'est à vous de voir si vous considérez ça comme un investissement, comme faisant partie du mot, de la définition que vous donnez au mot investissement, en fonction de vos critères d'évaluation de l'IPO. Autre intérêt pour les investisseurs qui ont investi tôt dans l'entreprise, c'est qu'ils vont pouvoir tirer de gros bénéfices d'une introduction en bourse. Par exemple, les investisseurs qui ont investi dans Uber en 2011, là, en 2019, lors de l'introduction en bourse, peut-être qu'ils ont vendu une partie de leur action et que vous avez peut-être acheté d'ailleurs, et ils ont sûrement tiré un gros bénéfice sur leur investissement de base. Côté risque et obligation pour l'entreprise, on retrouve déjà un gros risque, c'est de ne pas lever la somme d'argent espérée. Donc là, on retrouve l'aspect primordial du choix de la banque d'investissement ou des banques d'investissement qui vont accompagner l'entreprise, parce que c'est elle qui va distribuer à ses partenaires l'action, et également là où les agences de marketing et de communication qui vont s'occuper de la campagne pour rendre le grand public enthousiaste par rapport à cette introduction en bourse. Donc la banque d'investissement et l'entreprise, ils vont essayer de trouver le juste prix de l'action en fonction de tous ces critères-là. Est-ce que l'entreprise est bien connue? Est-ce qu'ils ont eu des bons résultats qui n'étaient pas publics, bien sûr, avant? Est-ce que la campagne de communication va être prévue comme performante? Il y a tout un tas de critères qui vont leur permettre de dire, OK, ben, le prix, ça va être ça. Donc, pour faire une petite différence, le prix, c'est pas forcément la valeur de l'entreprise, valeur intrinsèque. Chaque analyste ou chaque investisseur, vous, moi, un analyste professionnel, peut avoir sa propre façon de définir la valeur de l'entreprise. Là, c'est une certaine façon qui est utilisée pour l'introduction en bourse qui permet de définir un prix qui ne reflète pas forcément la valeur de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier risque, ne pas lever l'argent. Ensuite, côté obligation, ils vont avoir des coûts supplémentaires pour rester en règle vis-à-vis de l'AMF ou de la SEC. L'entreprise va aussi devoir publier de façon systématique ses documents financiers, donc bilan et compte de résultats, qui seront normés et publiés rigoureusement. Donc les normes, c'est en fonction du pays ou si par exemple c'est en France, ça peut être les normes comptables françaises ou sinon à l'international, c'est IFRS. Passons du côté des intérêts et des risques pour l'investisseur. Donc déjà, les intérêts, c'est que quelqu'un qui a bien compris les risques, le business model de l'entreprise et les opportunités, il peut se faire une grosse somme d'argent. Ensuite, si, et c'est un gros si, très gros si, l'entreprise, elle a été bien évaluée par la banque d'investissement et l'entreprise elle-même, ou voire un petit peu en dessous,
et que de façon régulière, elle bat les attentes, et ben, le cours de l'action, il peut monter de plus en plus. Donc ça, c'est un peu, enfin, c'est plus vraiment la partie IPO, c'est vraiment quand les actions sont sur le marché. Tout se passe bien, l'entreprise vend beaucoup, elle bat les prévisions. Le cours de l'action peut monter plus ou moins proportionnel par rapport aux résultats de l'entreprise. Donc on peut être par exemple dans un marché avec un excès d'enthousiasme ou une économie qui va bien, donc les gens, bah, quand tout va bien, tout va continuer à aller bien, donc ils achètent, etc. Et le prix peut monter très haut, donc quelqu'un qui a fait une bonne estimation euh, peut s'y retrouver. Mais c'est quand même très risqué parce que ça peut être, vous l'avez compris là, si le marché il fait l'inverse et qu'il y a un cycle économique qui se retourne où tout d'un coup tout va mal, même si l'entreprise a des bons résultats, bah, ça peut faire chuter énormément le cours de l'action. Donc c'est un des premiers risques. Ça peut avoir beaucoup d'effets sur la psychologie de l'investisseur. Je parlerai beaucoup de psychologie dans la prochaine vidéo sur les IPO. Là, je ne le fais pas exprès pour rester très factuel. Et donc, vous pouvez vous faire avoir par votre propre psychologie si vous êtes mal préparé. Par exemple, face à une chute de 50% d'un titre, Facebook, ils avaient commencé, il me semble, à 38 dollars et ils sont descendus à 18. Ça fait une baisse de 50%. Vous imaginez pour quelqu'un qui a investi, qui s'est dit chouette, je vais me faire de l'argent, Facebook, tout le monde connaît, ça va être magnifique et ben patatrac, tout s'écroule. Donc être préparé par rapport aux mouvements de marché qui peuvent arriver pour pas vous faire avoir par votre propre psychologie et ne pas suivre votre intuition trop vite. Je vous donnerai plus de détails sur la psychologie de l'investisseur face au marché financier et je l'adapterai un petit peu aux IPO dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur les IPO. Salut!